C'est la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7, toujours avec mes deux invités, Nourdine Didier Alou et Louis Magloire Kemayoum. On va parler tout de suite de la Guinée, mais avant, je repasse la parole à Nourdine Didier Alou sur la question qu'on évoquait tout à l'heure, la fortification des palais présidentiels en Afrique. Oui, absolument. Je voudrais m'associer à Magloire pour notifier quand même un fait très important. C'est que généralement, quand vous observez la plupart des coups d'État qu'il y a eu ces derniers temps, ce n'est jamais des assaillants venus d'ailleurs. C'est toujours et de tout le temps des gens qui font partie de la sécurité présidentielle. Donc c'est pour vous dire quoi? Le problème n'est pas au niveau de la fortification des palais présidentiels. Je crois que les palais présidentiels sont bien fortifiés et sont bien gardés. Le problème, c'est au niveau, n'est-ce pas, de la politique mise en place, c'est au niveau de la stabilité, c'est au niveau de la justice sociale, c'est au niveau du développement, au niveau de la prospérité partagée. C'est à ce niveau que se trouve un problème. C'est quand ce circuit ne fonctionne pas très bien, que ça crée des situations qui donnent des idées aux gens qui généralement passent toujours par les éléments de la garde présidentielle. Parce que en dehors de ces éléments, il n'est pas évident. Personne ne peut venir déstabiliser ou enlever ou prendre un chef d'État en otage. C'est très difficile. Vous ouvrez là peut-être une petite parenthèse ou une petite brèche dans laquelle je voudrais bien m'engouffrer, Louis Magloire Kemayoum. Quand on regarde par exemple le Tchad, le Mali, on a l'impression que celui qui est au palais présidentiel a tout le temps les militaires de Kati. Il a tout le temps leur fusil sur la tempe. Et quand on regarde aussi un peu dans nos palais présidentiels, on a plus l'impression que le pouvoir tient au bout du fusil. Oui. Oui, c'est une impression qui n'est pas infondée. Mais je crois que cette tentation vient du fait que pendant plusieurs années, sur le continent africain, on a donné l'impression à beaucoup de gens qu'il suffit de prendre les armes pour être capable de négocier avec n'importe quel gouvernement. C'est une mauvaise formule. On ne devrait pas procéder ainsi. Parce qu'une fois que vous avalisez cela, vous créez une jurisprudence qui fait que partout ailleurs, tout le monde a l'impression que c'est la recette du succès. Si je n'arrive pas à accéder au pouvoir par les urnes, je prends les armes, j'oblige le gouvernement à venir négocier avec moi, et donc soit il négocie avec moi, soit je prends directement le pouvoir, et c'est un raccourci qui ne coûte pas très cher en quelque sorte. Donc la force ne devrait plus être aux armes. On devrait aujourd'hui arriver à créer un cercle vertueux dans lequel, quand on travaille, quand on mérite l'égalité des chances, on arrive à sortir de la pauvreté, on arrive à accéder aux fruits de la croissance, comme rappelait Nourdine, qui sont pour tous les citoyens. Donc, à partir du moment où on n'est pas dans ce schéma et qu'on est aussi faible par rapport à ses partenaires extérieurs, on est obligé tout le temps de passer par des raccourcis qui ne sont pas intéressants et surtout par des chemins qu'on ne conseille nulle part. Quand vous prenez les armes en France, vous êtes jugé, on vous condamne. Vous le faites aux États-Unis, c'est pareil. Mais sur le continent africain, ça vous amène à la table de négociation avec les gouvernements en place. Et ça ramène la question que j'avais posée, ça a été posé sous un autre angle, mais je la ramène. Est-ce que nos présidents sont en sécurité par rapport à leur garde prétorienne? Encore une fois, les présidents, normalement, sont en sécurité par rapport à ceux qui tiennent les armes pour les garder. Mais le problème ne vient pas de là. Le problème vient des politiques de développement appliquées. Les problèmes viennent de comment le pays est stable politiquement. C'est ça le problème, parce que c'est lorsque ce circuit est bouché, encore une fois, que de l'autre côté, les armes facilement, au lieu d'être dirigées vers l'ennemi, sont dirigées contre celui qui est censé être protégé. Oui. D'ailleurs, dans le cas de la Guinée que nous allons aborder, d'habitude c'est sur le plan ethnique, c'est-à-dire le clivage il est ethnique, et on estime que vu que l'une des ethnies est restée longtemps au pouvoir sans passer la main aux autres, on fait un coup d'État pour régulariser la situation, si je peux me permettre cet abus. Mais le fait est qu'en Guinée, non seulement celui qui a renversé le président sortant est de la même ethnie que lui, mais c'est lui qui est allé le choisir justement pour assurer sa sécurité par rapport à l'armée avec laquelle dont il n'était plus sûr de la loyauté. Et malheureusement, c'est celui auquel il faisait confiance qu'il a renversé. Non, moi je ne suis pas sûr qu'il faille parler en termes d'ethnie.
il faut plutôt parler en termes de développement. Parce que, quelle que soit l'ethnie qui est au pouvoir, quand le développement, la prospérité est partagée, en principe, il n'y a pas de problème. Non, je veux dire, il y a des pays dans lesquels, sur la base ethnique, il y a eu des renversements de pouvoir. Quand vous prenez, par exemple, en Côte d'Ivoire, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est qu'à un certain moment, sur le plan ethnique, on avait l'impression qu'il y a des Ivoiriens qui sont plus Ivoiriens que d'autres. Il y a d'autres pays où ça s'est passé. Au Rwanda, on a eu droit au génocide à cause de cela. Dans d'autres pays, on va pas tous les citer, mais on a eu ces cas de figure-là. Je veux pas dire que c'est le seul cas de figure, mais il peut arriver que ce soit cela. Mais les raisons avancées ne sont jamais des raisons ethniques. À première vue, les raisons, ce sont des raisons qui sont liées à de gouvernance qui sont avancées. C'est pour ça, moi, je préfère qu'on ne parle pas d'ethnie, mais qu'on parle plutôt de politique de développement et de prospérité partagée. Et en même temps, la question, elle est toujours là. Les armées, est-ce que c'est leur job d'être au pouvoir? Pas du tout. Les armées sont là pour la sécurité et la défense du territoire national. Les armées, leur rôle, c'est d'abord dans les casernes, c'est de mettre en application la politique sécuritaire du président, du gouvernement. Ils n'ont pas vocation à venir gérer le pouvoir d'État. Le pouvoir d'État, surtout dans des pays démocratiques, le pouvoir d'État est dédié aux civils, est dédié à celui qui est choisi dans un vote régulièrement organisé. Bon, maintenant, à côté de ça, comme le disait Magloire tout à l'heure, on sait très bien qu'à un moment donné, les appétits aussi, même s'il n'a pas dit concrètement ces thèmes, on sait qu'à un moment donné, les gens cherchent des détours, les gens cherchent des voies de facilité et ils essayent, quand il y a une faille, ils essayent d'emprunter les raccourcis pour prendre le pouvoir, ce qui ne devrait pas être le cas. Son nom m'échappe, mais je ne sais plus, il y a un dirigeant qui parlait de, je crois que c'est plus c'est Rollis, qui parlait de militaires qui manqueraient de culture politique. C'est Thomas Sankara. Thomas Sankara. Oui. Est-ce qu'on doit en arriver là aujourd'hui? Je pense que ce ne serait pas mauvais. Parce que Thomas Sankara lui-même, il avait une formation d'agriculteur, faut pas l'oublier, parce qu'on voit souvent le treillis, mais on oublie qu'il a une formation d'agriculteur. Dans les champs. Oui, donc, quelque part, c'est pas faux. C'est-à-dire, il dit, un militaire qui n'a pas de conscience, qui n'a pas d'éducation patriotique, de formation politique et idéologique. Oui, il est un danger. Et c'est pas faux. Il faut, parce qu'une fois que vous avez l'arme à la main, vous êtes capable de beaucoup de choses. Après, c'est à vous de faire le discernement pour savoir ce qu'il est bien de faire ou pas, y compris au niveau des ordres qui sont donnés par les supérieurs. Si vous désobéissez parce que vous estimez que ça ne devrait pas se passer ainsi, vous êtes dans votre droit. Souvent, on dit de l'armée qu'ils obéissent bêtement, mais c'est pas le cas. Ils ont le droit de désobéir quand l'ordre ne convient pas par rapport à l'éthique militaire. Et donc, oui, il faut qu'un militaire, une fois qu'on l'a formé, ait l'arme. Mais s'il n'a pas été formé, lui donner une arme, c'est en faire un criminel ambulant. En puissance. En puissance. Et c'est un militaire qui est à la tête de la Guinée. La Guinée, c'est le sujet dont on parle maintenant. Un opposant de plus s'est réduit au silence. Aliou Ba. Il a été condamné, c'était mardi 7 janvier dernier, à 2 ans de prison ferme par le tribunal de première instance de Kaloum pour offense et diffamation à l'encontre du président guinéen Mamadi Doumbouya. Il était poursuivi à la suite d'une déclaration tenue lors d'une conférence de presse. Ça s'est passé le 14 décembre, dans laquelle il déplorait le silence des chefs religieux face à la répression menée par la junte au pouvoir depuis septembre 2021. Du côté de la Guinée, les autorités disent que la condamnation, c'est pour diffamation et non pour critique. Elles essayent de faire le distinguo entre la critique et la diffamation. Au niveau de son parti politique, on ne fait pas ce distinguo-là, mais 2 ans de prison pour ce genre de propos. Est-ce que la justice guinéenne n'a pas une main gantée? Bon, écoutez, je pense que d'abord, celui dont on parle, le président du modèle, c'est ça? Oui. Je crois que c'est un membre de son parti, c'est un parti d'opposition. Oui. Il a été appréhendé notamment le 26 décembre, alors qu'il tentait de répondre à une invitation de l'ambassade de la Grande-Bretagne et vers la frontière avec la Sierra Leone. Donc, je crois que c'est du déjà vu tout ça, parce que et ça fait partie des luttes politiques dans lesquelles il s'est engagé. Et je crois qu'en matière politique, sans toutefois donner carte blanche à ce qui se fait en Guinée et qui pourrait être qualifié d'atteinte aux libertés et aux droits
pas fondamentaux, aux droits politiques des personnes, sans toutefois leur donner carton blanc. Je pense que la Guinée aujourd'hui est un État en transition. Et dans un État en transition, ce n'est pas tout à fait comme dans un État où le pouvoir est démocratiquement élu, où on a la latitude de s'exprimer, de dire les choses comme on pense. Je crois que c'est la lutte politique qui a fait renverser, je crois, Alpha Condé, qui continue jusqu'à présent. Et je pense qu'ils sont en train de faire leur bonhomme du chemin, même si c'est déplorable. Est-ce que vous comprenez cette dureté de la justice guinéenne aujourd'hui? C'est vrai que le délit de diffamation ou bien d'outrage au chef de l'État, on ne devrait plus normalement l'utiliser, surtout que le chef d'État est dans une position qui n'est pas ordinaire. C'est-à-dire que il est irresponsable. On peut pas le juger tant qu'il est en exercice. Donc quand vous le critiquez et que la justice se saisit de vous, on est en situation d'inégalité. Parce que lui-même ne déposera jamais plainte. Normalement, il ne devrait pas déposer de plainte. Mais aujourd'hui, on juge quelqu'un parce qu'il l'a fait. Et comme le rappelait Nordine, c'est un état d'exception. On n'est pas dans un état de fonctionnement normal. C'est une justice d'exception. Et donc, si vous prêtez le flanc à quelque chose qui pourrait vous être préjudiciable sur le plan des libertés, vous devez en assumer toutes les conséquences. Je ne veux pas dire que je suis content qu'un opposant se retrouve aujourd'hui écroué parce qu'il a exprimé ses opinions. Je dis juste que on peut faire de la politique, on peut être critique sans être obligé d'être discourtois. Et malheureusement... Est-ce que la frontière n'est pas ténue? Non, elle n'est pas ténue. Elle n'est pas ténue. Quelle que soit la langue que vous utilisez pour vous exprimer, il y a toujours des éléments de finesse qui vous permettent d'être critique sans vous attaquer à la personne, mais à son action, à la manière dont elle gère le pays, à la manière dont elle se comporte sur la scène politique. Mais si vous estimez que vous pouvez vous affranchir de tout cela et passer à l'outrance, passer aux insultes, passer à la diffamation, malheureusement, vous ouvrez la porte, vous prêtez le flanc à des choses qui pourront vous être préjudiciables, comme cette condamnation. Mais moi, je pense qu'en Guinée, on a comme l'impression que les vieux démons se réveillent. Pourquoi? Parce que, si vous vous rappelez de Dadis Moussa Camara, quand il a pris le pouvoir, il avait bien pris l'engagement de ne pas se présenter aux élections. Mais après, il a changé d'avis. Et la suite, on connaît. Aujourd'hui encore, on a l'impression que, même si Doumbouya ne l'a pas dit directement, si vous suivez l'actualité en Guinée, vous saurez qu'il y a des gens qui suscitent déjà sa candidature, alors qu'il avait lui-même dit, ils avaient signé une charte de la transition dans laquelle il semblait dire que lui et ses compagnons qui exercent la transition n'allaient pas se présenter aux élections. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit sur le terrain? Il y a beaucoup de personnes, de groupuscules. Il y a même un match de foot qui a été organisé, qui a tourné au drame, tout ça pour montrer que le président de la transition est très populaire et que les populations, une frange de la population réclame qu'il se porte candidat. Alors, dans ces conditions, comment cela peut se faire si le pouvoir ne s'est pas corsé et si la justice aussi ne s'est pas corsée? Non, moi je crois que de façon générale même, aujourd'hui, le général Doumbouya et ceux qui le soutiennent ont saturé la scène politique. Ce sont eux qui ont le droit de dire ce qu'ils veulent, de faire ce qu'ils veulent. La plupart des opposants se retrouvent presque en exil aujourd'hui. Et celui qui était resté, qui pouvait animer la scène, se fragilise lui-même. Et je crois que ça... Je voudrais pas accabler les opposants guinéens, mais je pense qu'il y a un besoin aujourd'hui de faire le travail de l'ombre pour que le moment venu, on puisse en récolter les fruits. C'est-à-dire faire un travail de conscientisation politique, faire un travail aujourd'hui de vulgarisation des idées que portent ces opposants et qui pourront, quand le moment de l'élection présidentielle arrivera, pourront éventuellement permettre de renverser la tendance. Quand le général Gueye, en Côte d'Ivoire, tenait le manche après le coup d'État et qu'il a organisé la première élection à laquelle il devait se présenter et logiquement gagner, personne n'aurait pu imaginer que Laurent Gbagbo deviendrait le président de la République. Pourtant, c'est ce qui s'est produit. Et c'est pour ça que je dis, faut pas être fataliste dans la démarche, faut pas non plus être aussi jusqu'au boutiste qu'on le voit par moment, comme dans ce cas de figure-là. Il faut par moment donner la chance à la finesse dans le travail politique, à la confiance dans le travail que l'on fait, le travail de longue haleine. Il finit toujours par payer. Et je pense qu'aujourd'hui, si au sein de la classe politique d'opposition en Guinée,
on arrive à faire ce travail-là, comme ce fut le cas également pendant la période de la colonisation. La colonisation n'est pas tombée comme un fruit mûr. Ça a été un travail que les gens ont fait parfois dans le maquis, parfois dans l'anonymat, mais qui a payé. Et donc, prenons ce temps-là. Nous sommes trop pressés par moment. Qu'on vous répondra peut-être que dans le contexte d'aujourd'hui, et c'est peut-être ce qu'exprimait Nourdine, que il y a un musellement total de la classe politique, des médias et de toute voix critique. Donc, il est très difficile de pouvoir s'organiser dans ce contexte-là. C'est pas pour rien que c'est pas tout le monde qui fait de la politique. Il faut de l'ingéniosité, il faut une ingénierie politique pour arriver à renverser la tendance, à gagner une élection. Si vous l'avez pas, vous l'avez pas. Malgré si vous l'environnement difficile. Malgré l'environnement, parce que je citais le cas de la Côte d'Ivoire parce que c'est un cas qui est flagrant. L'histoire est récente. Tout le monde a vu comment ça s'est passé. Et quand la foule a décidé que ce ne serait plus le général Gueye, elle est descendue dans la rue et elle a fait entrer les civils au palais. Mais sans vous arracher la parole, mais je pense que la principale difficulté en Guinée aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, comme le disait Magloire, des groupuscules se sont formés, on sait comment tout ça se forme, où les gens aujourd'hui demandent à ce que le président de la transition participe aux élections, ce qui est contraire à la charte que eux-mêmes ils se sont donnés par rapport aux acteurs de la transition. Et ça ne vous rappelle rien par rapport à la limitation des mandats? C'est-à-dire, la limitation des mandats a presque été imposée dans certains pays. Ils l'ont accepté malgré eux, mais dès qu'ils en ont eu la capacité, ils ont dit, nous sommes là pour le peuple. Écoutons la volonté du peuple. Est-ce qu'elle veut, oui ou non, qu'on lève le verrou de la... Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on lève le verrou de la limitation de mandat? Vous avez un oui massif qui s'exprime et donc on fait sauter le verrou. Oui. On a l'impression même que beaucoup de gens n'ont pas tiré leçon de ce qui s'était passé sous Dadis Camara et qui a entraîné les procès qu'on a suivis. Mais dans le contexte, parce qu'on parle aujourd'hui de l'opposant Liumba qui est condamné à 2 ans de prison et vous l'évoquiez aussi, Cellou Dalein Diallo et d'autres opposants sont aujourd'hui obligés d'être en exil, alors que le président Mamadi Doumbouya, dans son adresse à la nation le 31 décembre dernier, a dit que l'année 2025 sera une année électorale. Est-ce qu'il est en train de sarcler le terrain pour ne pas avoir de voix discordantes du tout? Bon, de toutes les façons, c'est un fait. Les opposants politiques, il y en a très peu qui sont restés sur le territoire aujourd'hui. Et les seuls qui donnent encore de la voix sur le terrain, Alioumba aujourd'hui est emprisonné et figurez-vous, condamné à 2 ans de prison ferme. C'est une peine... C'est une peine relativement pour lourde. Pour le délit qu'on lui reproche. Donc je pense que il est difficile de ne pas constater que effectivement le pouvoir en place en Guinée est en train de baliser le terrain. Qu'en pensez-vous? On élimine les voix discordantes, tout ce qui peut faire de l'ombre au général pour lui faire un boulevard. Je vais utiliser une image pour répondre à ça. Quand vous êtes par exemple en train de jouer au foot, si tout le monde se comporte bien, il n'y a pas de but. Si chacun joue son rôle et à son poste et joue pleinement son rôle, le rôle pour lequel on l'a mis sur le terrain, il n'y a pas de faute. C'est quand vous commettez une faute qu'il y a un but. Et malheureusement, en politique, c'est exactement la même chose. Si vous vous plantez, le camp d'en face ne vous fait aucun cadeau. Il passe, il en profite et on peut être à la 90e minute comme à la première seconde. Il vous marque un but et c'est à vous maintenant de remonter la pente. Mais 2025, comme je le dis, année électorale, Nourdine évoquait un peu l'histoire même assez tumultueuse de la Guinée. Coup d'État, un militaire prend le pouvoir, après il se fait tirer dessus, le procès a eu lieu et tout. Un autre militaire vient renverser le président, bis repetita du schéma. On ne tire pas des leçons. Entre-temps, il y a quand même l'an zéro de la démocratie qui est venu avec l'élection du président qui a été renversée entre-temps. Non, je pense que oui, l'histoire se répète par moments, elle bégaye, mais je crois qu'il faut surtout que nos classes politiques en général s'améliorent, changent et soient un peu plus ingénieuses. J'avais vu le cas de Wangari Maathai, par exemple, au Kenya. Comment elle s'est engagée en politique en commençant par l'écologie. C'était quelque chose de très innocent, ça ressemblait à rien. Faire planter des arbres par la population, jusqu'à ce qu'on prenne conscience que sur le plan politique, on est en train de faire quelque chose qui pourrait nous amener aujourd'hui à changer la donne. Et
elle a réussi à travers cette action qui pouvait sembler ne pas avoir une envergure politique, à fédérer autour d'elle des personnes qui ont fait qu'elle finisse prix Nobel de la paix. Oui, c'est ça, prix Nobel de la paix. Tout à fait. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, nos acteurs politiques sont souvent omnubilés par le pousse-toi que je m'y mette. Oui. Et ne se projettent pas suffisamment sur la durée, sur ce qu'ils pourraient laisser comme empreinte. Ils ne font pas suffisamment un travail de fond. Ils font pas un travail de fond qui fera que qu'ils arrivent au pouvoir ou pas, on se souviendra de l'action qu'ils ont menée quand ils étaient sur la scène. Et c'est ça qui est dommageable de mon point de vue, parce que si on reste sur la dynamique typiquement du changement, de l'alternance ou de tout ce que cela peut comporter, de la démocratie, comme on l'appelle, je crains malheureusement que l'on soit dans un combat où les mauvais coups seront permis la plupart du temps, parce que tout ce qui compte, c'est qu'on arrive à s'asseoir sur le fauteuil ou à s'y maintenir. Mais si on se met dans une dynamique véritablement de conscientisation, d'action sur le long terme pour modifier les consciences, pour modifier le vécu des gens, je pense qu'on s'inscrit dans la durée. Thomas Sankara a eu moins d'un mandat pour réaliser ce qu'il a réalisé. Et aujourd'hui, il reste dans l'histoire à la fois des Burkinabés, mais également de toute l'Afrique, voire de la jeunesse internationale, comme un jeune révolutionnaire qui a réussi ce qu'il voulait faire. On a, au-delà de Aliouba qui a été condamné, on a par exemple le journaliste Habib Marouane Kamara qui a été enlevé depuis le 4 décembre dernier. On a aussi deux autres acteurs du Front National pour la défense de la Constitution, notamment Folike Mengue et Biloba, dont on est sans nouvelles. La Guinée fait peur aujourd'hui? Un peu, oui, parce que on remarque que au fur et à mesure que l'année 2025 s'approchait, une année qui est très électorale, on a l'impression que, comme je le disais, il y a des vieux démons qui ont commencé à se réveiller, et qu'il y a déjà les libertés, surtout les libertés de journalistes, de société, d'acteurs de la société civile, d'hommes politiques de l'opposant qui ne partagent pas le même point de vue que le régime en place, qui ont commencé par avoir des problèmes. Donc je pense que pour le cas de la Guinée, il serait souhaitable que toutes les parties reviennent, c'est une suggestion, ça n'engage que moi, reviennent à table de discussion. À une table de discussion, c'est une option pour discuter. Si Mamadi Doumbouya devrait se présenter, que cela soit clair dans les esprits, que tout le monde tombe d'accord et que les élections soient ouvertes, libres, transparentes et que le meilleur gagne tout simplement. Ça va faire du bien à la Guinée parce que vu déjà tous les tumultes qu'il y a eu de par le passé en Guinée, s'il faut retomber dans les mêmes travers, je trouve que c'est pas intéressant et ça ne fait pas bien pour le développement du pays. Comment s'annonce justement l'année 2025 qui sera une année électorale? Tension, vous voyez cela en perspective? Ce ne sont pas les tensions que je redoute, parce que c'est pas plus tendu que ça. Au niveau politique, on a remarqué que le cortège du président Doumbouya aujourd'hui, enfin du général ou du président, c'est selon, il est renforcé. C'est vraiment, on sent que c'est un arsenal militaire qui l'accompagne. Il y a énormément de blindés. Donc il y a probablement un peu de peur de sa part. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à une décrispation de la scène politique, que le jeu se fasse de façon équitable pour tout le monde. S'il se présente, effectivement, qu'il se présente, il est guinéen. C'est pas comme si on avait une pièce rapportée qui ne remplit pas les conditions pour se présenter à l'élection et qui le fait. Si on considère qu'il est guinéen et que à ce titre il peut se présenter, qu'il se présente, mais qu'on n'empêche personne d'autre en face de le faire et de combattre à armes égales, bien entendu pas les armes militaires, mais à armes égales avec lui pour l'accession à la fonction suprême. Et ça, quand on a ce climat-là, on a une société civile qui est à quelque peu empêchée de s'exprimer, on a les médias qui redoutent d'être kidnappés et tout. C'est un climat très anxiogène aujourd'hui. J'ai oublié de citer l'opposition qui est en exil, et vous rappelez sans cesse l'histoire qu'on connaît de la Guinée. Tout à fait. On n'est pas à l'abri de tumultes. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui les indicateurs sont rouges et la situation sur le terrain est suffisamment chrysogène. Donc c'est pour ça que je suggérais cette solution. Si le président Doumbouya veut se porter candidat, que cela soit clair dans les esprits de tout le monde,
que cela soit accepté aussi, je le souhaite, par les autres partis en présence, et que le jeu soit ouvert, comme le disait Magloire, pour que franchement la Guinée puisse passer donc ce carrefour qui s'annonce tumultueux à mon avis. Mais est-ce que vous le voyez dans une, j'ai envie de dire, une approche de dialogue? Le président Doumbouya? Oui. Pas tout à fait, mais je pense que les différentes parties pourraient le demander. Ça peut se demander. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que le travail sur la révision de la Constitution, ce travail-là, de mon point de vue, a été très inclusif. Il y a énormément de rectifications qui ont été faites par rapport aux articles qui étaient inclus initialement dans le projet de Constitution. Et je pense que cette démarche-là, quelque part, elle procédait d'une volonté de rendre le travail à la fois inclusif et participatif. Est-ce que la dynamique qui a été menée pendant le travail de révision, de préparation de la nouvelle Constitution sera le même une fois qu'on entrera dans l'arène maintenant pour l'accession à la magistrature suprême? Je n'en sais rien. Mais je pense qu'il faudrait de toute façon que, d'une manière ou d'une autre, on aille devant le peuple et qu'on respecte ce qu'il dira. Parce que le plus important aujourd'hui, c'est que le peuple guinéen ait la sensation que ce qu'il a souhaité, c'est ce qu'il a obtenu. S'il a cette sensation-là et qu'il est satisfait, je pense que cela fera taire beaucoup de choses, y compris au niveau du climat qui peut sembler délétère actuellement. Mais si on a un président qui revient sur sa parole, parce que on oublie de le dire, mais c'est normalement le 31 décembre 2024 qu'il devait rendre le pouvoir. Oui, mais qu'a dit la CEDEAO jusqu'à présent? Parce que je pense qu'il a eu un satisfecit de la CEDEAO. Il y a une délégation du Parlement de la CEDEAO qui s'est rendue sur place et qui a semblé satisfaite de la manière dont les choses se passaient. Au niveau des voisins, c'est vrai que chacun a ses préoccupations et qu'aujourd'hui, on n'est plus en train de voir ce qui se passe chez le voisin, mais quand au niveau du Parlement, il y a ce satisfecit qui est donné et qu'en interne, on a malheureusement beaucoup d'opposants qui sont à l'extérieur et que les syndicalistes qui les remplacent ou les journalistes qui animent la scène, la critique, portent un peu la critique, sont menacés, on se dit qu'on est dans un régime où ça ne passera jamais. Ceux qui ne sont pas au pouvoir ne pourront jamais y accéder. Mais j'espère encore que le travail qui a été fait pour réviser la Constitution continuera, enfin l'esprit dans lequel cela s'est fait, continuera et qu'on arrivera finalement à faire quelque chose d'inclusif. Oui, je pense que comme la Guinée est en transition, ce serait bien que le jeu continue d'être ouvert et que tout soit mis en place pour des élections libres et transparentes, contrairement aux 3 autres pays de l'AES qui ne sont pas en transition, mais qui sont en refondation. Et justement, vous avez dit que pour que les élections soient libres et transparentes, c'est toute la question qui se pose aujourd'hui, le contexte. Est-ce que ça se prête à des élections équitables, libres et transparentes? Pour l'instant, les signaux qui se présentent devant nous ne vont pas en faveur d'élections libres et transparentes. C'est pour ça que j'insiste et j'en appelle à toutes les forces vives de la nation de pouvoir aller vers un dialogue. Je dis ça pour que la Guinée ne retombe pas dans les mêmes travers connus il y a quelques années. Et puis surtout pour que les pays de la CEDEAO ne soient pas tous malades du même mal. C'est quand même c'est pénible aujourd'hui de voir que parmi les pays de la CEDEAO, on a presque une majorité qui est constituée par des gens arrivés au pouvoir par un coup d'État ou qui sont restés après un coup d'État en régularisant cela par une élection qui a été organisée comme on achète un vêtement sur mesure. Donc j'espère qu'on n'aura pas ce problème-là en Guinée, mais ça, c'est à la fois la volonté des acteurs politiques, mais surtout la volonté de la population. Il faudrait qu'elle arrive par moments à exprimer ce qu'elle veut, même si ça ne va pas dans le sens de ceux qui sont au pouvoir ou que les acteurs de l'opposition ont démissionné. Il faut que la population se fasse entendre et que cela se passe dans les urnes. Au Sénégal, je me souviens encore, quand il y a eu l'élection d'Abdou Diouf, pour la première transition, personne ne donnait cher de la peau de Abdoulaye Wade. Pourtant, le vote a été organisé et surtout l'observation des élections a été de telle sorte que, à la fin des élections, le président Diouf lui-même a reconnu sa défaite. Il a appelé le président Wade pour le féliciter et j'espère que ça se passera ainsi en Guinée, qu'on arrivera à un seuil de maturité politique qui permette que la population ayant fait le job, les acteurs politiques lui obéissent simplement et reconnaissent soit leur victoire, soit leur défaite. C'est vrai qu'il l'a annoncé en disant que l'année 2025 sera une année électorale. Il y a le référendum qu'il faut organiser pour la nouvelle Constitution.
Constitution. Il y a également l'élection présidentielle, l'élection des députés et les communales. Ça fait beaucoup. Et les premières analyses des acteurs politiques et des universitaires au niveau de la Guinée disent que c'est intenable, ce genre de calendrier, pour la seule année 2025. Ah oui, parce que quand vous voyez toute la kyrielle d'élections et de tâches à accomplir dans la même année, c'est lourd. Et c'est pour ça, ça vient s'ajouter à la lourdeur du climat politique qui prévoit en ce moment en Guinée. Voilà pourquoi c'est une année qui est très délicate pour la Guinée et qui nécessite que les fils et filles de la Guinée se réunissent et en débattent. S'il faut repousser des élections, quitte à ce que le processus aboutisse et réussisse correctement, que cela se fasse dans les règles de l'art. Et si vous permettez que j'exprime une opinion qui ne sera pas très orthodoxe, je crois que le fait de mettre autant d'attentes dans les élections en estimant qu'elles seront démocratiques et qu'elles seront déterminantes, ça rend ces élections-là chrysogènes, comme dirait quelqu'un. Et je crois qu'on ne devrait plus avoir droit aujourd'hui dans nos pays à des situations comme celle-là. D'une part, parce que budgétairement, ça grève quand même énormément. Vous organisez 3 élections, ce sont 3 gros budgets. Il faut acheter le matériel électoral, il faut se déplacer, ça coûte très cher. Et de l'autre côté, le prix aussi sur le plan de la paix sociale et de la stabilité est très lourd parce qu'une fois que les élections sont terminées, si elles sont contestées, vous entrez dans un cycle de violence presque sans fin. Et donc, j'estime qu'aujourd'hui, on devrait arriver au-delà de l'accession au pouvoir par les voies démocratiques, comme on l'a dit, à trouver un moyen qui fasse que accéder au pouvoir ne soit pas une fin en soi, qu'elle soit un moyen de réguler la vie sociale, d'améliorer le rang du pays, d'améliorer les conditions de vie dans le pays. Que l'on reste au pouvoir 17 ans ou 50 ans ne devrait pas être le plus important. Ce qui devrait être important, c'est que l'on arrive aujourd'hui sur le plan sur le plan social à avoir des échanges, à avoir des contre-pouvoirs, avoir des moyens de contrôle qui permettent que si vous vous trompez, qu'on vous sanctionne pour ce que vous avez fait. Vous êtes président de la République, on peut vous destituer parce que vous avez mal fait votre travail, parce qu'on estime que vous avez trahi la nation, que vous avez trahi la promesse faite à la nation. Mais le fait pour moi aujourd'hui, de mettre autant d'espérance, autant d'attentes dans des élections qui débouchent souvent à 80% sur des crises, pour moi, c'est pas une très bonne idée. Le dernier sujet dont nous parlons, c'est le Togo. On a une quinzaine de minutes pour en parler. On va évoquer donc cette annonce. Elle a été faite par le ministre du Travail et de la réforme du service public, Gilbert Bawara, qui annonce donc le recrutement de au moins 14 000 nouveaux fonctionnaires pour la fonction publique, le secteur de l'enseignement. C'est ce secteur qui aura le plus gros lot, qui occupe donc une place prépondérante avec environ 8 000 postes à pourvoir, représente 57% des nouveaux recrutements. Ce chiffre inclut près de 4 400 postes en cours de recrutement et une prévision additionnelle d'environ 3 600 en 2025. La santé va bénéficier de 2 400 nouveaux agents. L'École nationale d'administration contribuera également à ce renforcement. Bref, de belles annonces faites par le gouvernement. Il faut dire que la fonction publique togolaise compte près de 71 000 agents, pour être plus précis, 70 984 en fin 2024. Comparé à la population, ça ne représente même pas 1% de la population et à peine 3% de la population active. Moi, je veux pas aller véritablement dans l'annonce du ministre. Il montrera en 2025 comment ils ont pu répondre à ça, mais pour beaucoup, cette annonce est révélatrice d'autre chose. Est-ce que les recrutements, surtout dans la fonction publique, représentent aujourd'hui pour les dirigeants du continent, le Togo en l'occurrence, la solution du gouvernement au chômage? Mais l'État doit recruter. L'État doit recruter conformément à ses besoins. C'est très important. Et je crois que, pour ne pas faire une petite blague avec, c'est quand même le cadeau de Noël qui continue peut-être pour la jeunesse, on peut le dire. Mais on a bien dit... 14 000. 14 000. Oui. Vous avez dit que ça ne représente pas 1% de la population. Oui, tous les fonctionnaires réunis. Oui, bien sûr, d'accord, mais au moins c'est quelque chose. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, comme dit l'adage. Je pense que d'abord l'État ne peut pas recruter tout le monde. Ça, c'est clair. Et ce n'est pas pour rien que depuis plusieurs années, le président de la République, le président Faure Eswazina Gnassingbé, multiplie les efforts
pour rendre l'environnement entrepreneurial un environnement attrayant, facile, pour que les jeunes puissent embrasser les secteurs entrepreneuriaux. Je crois qu'il y a des efforts... Vous savez qu'entre le discours et la réalité, les gens disent que le fossé est grand. Bien sûr, le fossé est grand, mais ce n'est pas pour cette raison qu'il ne faut pas féliciter ce qui est bien et mettre un point d'honneur aux avancées. Mais je pense que cette mesure, il ne faut pas la prendre de façon isolée. Il faut la prendre dans le contexte avec toutes les autres mesures qui, antérieures à ça, vous vous rappelez ça, je l'ai suivi sur plusieurs plateaux de votre télévision, où on a rappelé un peu la diminution du prix du carburant à la pompe, et il y a eu les 10 mesures, rappelez-vous, ces 10 mesures de lutte contre la vie chère qui ont été mises en avant par le gouvernement. Je crois que le gouvernement togolais est en train de faire de son mieux, et que maintenant il va falloir que toutes les instances ou les institutions parapubliques, publiques et même la jeunesse puissent épouser donc ces mesures ou ces directives que le président de la République est en train de tracer pour que vraiment ça soit un développement, on aille vers un développement plus inclusif encore, et aussi pourquoi ne pas encourager aussi les autres qui, au lieu de rester à critiquer, qu'ils comprennent le bien fondé et qu'ils soutiennent. Louis Magloire, pour vous, c'est une... Je pense que sur le ton de l'humour, il a dit, c'est peut-être les cadeaux qui continuent. Mais 14 000, ça fait quand même beaucoup pour le budget, mais en même temps, rapporté au nombre de fonctionnaires, je le dis, chaque année, c'est plusieurs dizaines ou plusieurs centaines qui partent à la retraite. Par rapport à la population, moins d'1%, c'est une goutte d'eau. Oui, mais ce que je voudrais dire, c'est que faut pas oublier que du fait des programmes d'ajustement structurel dont on ne parle plus beaucoup aujourd'hui, nos États ont dû arrêter, geler les recrutements de fonctionnaires, et que on n'a pas arrêté de former les jeunes, en revanche. C'est-à-dire, on a presque formé des contingents de jeunes qui étaient destinés et condamnés à être des chômeurs s'ils n'étaient pas fonctionnaires et qu'ils ne trouvaient pas du travail dans le privé, qui ne représente pas une très très grosse part dans la création d'emplois aujourd'hui. Donc, on en est aujourd'hui presque à une séance de rattrapage par rapport à toute la période où l'État s'est tenu en dehors de tout recrutement. Donc, pour moi, il est important de l'appréhender ainsi. Et la deuxième chose qu'il faut aussi voir, c'est que si aujourd'hui, des secteurs comme l'éducation, comme la santé, ont été délaissés, c'est parce que par moment, on pouvait pas toujours satisfaire aux besoins, on pouvait pas créer de nouveaux hôpitaux, créer de nouveaux centres de santé, parce qu'il n'y a pas de personnel pour ça. Et donc, quelque part, l'État reprend son rôle en faisant ce recrutement qui permettra de mieux desservir le terrain et de mieux remplir son rôle régalien qui est celui d'assurer et l'éducation et la santé de ses citoyens, et surtout satisfaire à ce besoin de lutter contre le chômage qui frappe aujourd'hui une grande partie de la jeunesse, et pas que la jeunesse. Donc pour moi, il faut voir cela d'un bon œil en se disant que si on laisse passer une échéance comme celle-ci, peut-être que sur les 5 voire 10 prochaines années, on aura de réelles pénuries en termes d'enseignement, et que les personnes qui ont déjà un pouvoir d'achat très faible devront encore aller dans le privé pour se faire former. Et ces enseignants-là, il faudra bien qu'ils aient un niveau satisfaisant, et que les enfants qui sortiront aient droit à une formation digne de ce nom. Si vous êtes mal formé et que vous allez former des enfants, vous formez une génération de personnes qui seront déformées et qui ne seront pas un bien pour la construction et le développement du pays. Alors, ce que disent aussi beaucoup de personnes qui regardent cette annonce en parlant de 14, c'est vrai que le chiffre annoncé 14 000, ça a l'air assez impressionnant, mais quand on regarde, je donne juste un exemple. Lorsque l'État dit je veux recruter 1000 fonctionnaires, vous en avez au moins 15 000 qui viennent déposer leur dossier. À 14 000, vous aurez peut-être 140 000 dossiers. C'est pour dire que la réponse par rapport aux besoins, c'est le jour et la nuit. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça que je disais tout à l'heure que l'État recrute toujours en fonction de ses besoins. Quand nous avons vu les nouveaux centres de santé qui ont été construits sur l'étendue du territoire, je disais à mes collaborateurs, voilà, il y aura un recrutement qui va suivre. Et puis, paf, c'est venu à point nommé. Donc, je pense que ces recrutements qui sont lancés me paraissent tout à fait cohérents et salvateurs. Pourquoi? Parce que bien que l'État ne puisse pas satisfaire tout le monde, l'État n'a pas vocation à recruter toute la population.
et à leur confier une tâche précise, non. Mais il appartient, l'État crée les climats d'affaires, l'État favorise l'entrepreneuriat, l'État facilite les initiatives. Et c'est ce que aussi bien les initiatives des femmes, les réinsertions socio-professionnelles, tout ça, l'État travaille dessus. Donc, il ne faut pas voir seulement faire cette comparaison, ce calcul en disant 14 000, ça représente encore une fois 1%, et que quand on demande 1000, il y en a 15 000 qui se présentent. C'est ainsi dans tous les pays. Il a dit tantôt, pour beaucoup, quand on regarde aussi la manière dont l'État togolais fonctionne, on a l'impression comme si tout pour les fonctionnaires et rien pour les autres. Et je les rappelle, je reviens à ce chiffre, un peu moins de 71 000 agents travaillent pour l'État. Rapporté à la population active, c'est un peu moins de 3%. Donc le premier employeur au Togo, c'est le privé, dont on annonce, en début d'année en tout cas, aucune véritable mesure pour le privé, pour que la capacité à recruter dans le privé soit aussi accrue. Non, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est avoir la capacité d'avoir du personnel qualifié. Je crois que c'est d'abord ça qui est important. C'est-à-dire que si vous êtes bien formé, si vous êtes en santé, vous êtes un acteur économique. Si vous n'êtes pas bien formé et qu'en plus vous êtes malade, vous êtes un poids. Vous n'êtes pas un avantage. Et donc, quand l'État forme, il ne forme pas que pour la fonction publique, il forme pour tout le monde. Et quand, par moment, il ouvre le recrutement, il arrive très souvent que, je prends juste le cas des enseignants, certains travaillent à la fois pour le public et pour le privé. Donc, pour moi, le véritable problème, il n'est pas là. Il est peut-être au niveau du niveau de rémunération qui va accompagner ces recrutements. Est-ce qu'on sera dans des niveaux très bas? Est-ce qu'on va réévaluer la rémunération pour qu'elle permette aux uns et aux autres de tenir, surtout au regard de la vie qui n'arrête pas d'être chère, même si des initiatives sont faites pour contenir les effets néfastes de la vie chère? Pour moi, l'enjeu n'est pas aujourd'hui. Le privé, c'est à lui de régler les problèmes qu'il a à régler au niveau de la rémunération, au niveau de... Mais le climat dont parlait Noureddine, c'est l'État qui le crée, qui permet au privé d'être dans des conditions où on peut recruter. Vous savez qu'aujourd'hui, les jeunes se plaignent quand ils créent les structures. Ils sont tout de suite asphyxiés. Il n'y a même pas une période de probation au niveau des fils. Ils sont asphyxiés, ils sont obligés de remettre la clé sous la porte. Ils se plaignent justement de ce climat qui n'est pas favorable. Ce que je voudrais dire par rapport au rôle de l'État, c'est que quand vous êtes, par exemple, sous programme avec le Fonds monétaire international, vous avez une obligation de récolter un maximum de taxes et d'impôts pour honorer les remboursements auxquels vous devez faire face. C'est une obligation pour tous les pays qui sont sous programme. Et à ma connaissance, le Togo est retourné au FMI sous programme. Et donc, le Togo, comme tous les pays dans sa situation, doit payer, doit rembourser la dette qu'il doit à ses créanciers. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est par rapport aux initiatives des privés. C'est vrai qu'on peut avoir un climat dans lequel on impose moins. Mais si on impose moins, les calculs, vous les avez fait comme moi, la moitié du budget de l'État togolais provient de l'OTR, l'Office togolais des recettes. Et ce sont des impositions. Ce que vous et moi payons en plus de ce que les entreprises payent. Donc si on diminue le niveau de prélèvement, il faudrait aussi penser à combler ça dans le budget parce que ce sont des recettes qui doivent être claires et fléchées pour des remboursements, pour des actions de l'État et ainsi de suite. Maintenant, est-ce qu'on peut permettre à des jeunes entrepreneurs d'avoir droit à une exemption de taxes et d'impôts pendant 1 voire 5 ans? Je pense que même si c'est pas encore effectif, le climat des affaires au Togo fait quand même partie de l'un des meilleurs sur le continent africain. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont les classements qui ont été faits par des organismes indépendants à l'extérieur qui ont constaté plusieurs années d'affilée que le climat est quand même favorable. Maintenant, ce n'est qu'une œuvre humaine, elle est perfectible. Est-ce que vous n'avez pas soif d'annonces comme par exemple le ministre du Travail, Gilbert Bahora, l'a fait pour les fonctionnaires, que dans le privé, l'État situe 2025, de quoi le privé peut bénéficier aussi pour booster justement la création d'emplois qui va réduire le chômage? Oui, mais bien sûr, tout à fait. Comme l'a dit Magloire, le climat des affaires au Togo, c'est l'un des meilleurs de la sous-région. Ça, je vous le dis franchement. C'est pas ce que disent les Togolais eux-mêmes. Oui,
C'est la perception qu'ils ont. C'est la perception, on entend souvent ce discours. Mais nous autres, au niveau de Africa Dev, c'est Afrique Action Développement, c'est une structure qui est spécialisée dans la communication pour un changement de comportement social et sur la communication des impacts justement des politiques de développement. Donc nous voyons ça très bien. Vous pouvez, cher Samuel, être impacté par une politique mise en place par le gouvernement sans le savoir. Mais vous ne savez pas comment est-ce que vous êtes impacté. Mais pourtant, vous l'êtes. Donc nous, au niveau de notre structure, nous arrivons à identifier justement ces indicateurs qui montrent que les politiques ont de bons impacts sur nous. Pour revenir à votre question, je disais tantôt que le climat des affaires au Togo, franchement, c'est l'un des meilleurs. Parce que là, je viens de finir une tournée dans certains pays, y compris les pays de l'AES, et qui sont une particularité en ce moment. Mais je peux vous dire très franchement qu'au Togo, la création d'entreprises et le climat des affaires sont portés sur de bons indicateurs. Ça, il faut le relever et profiter justement pour mettre un point d'honneur sur le travail qui est fait par les autorités, dont le président de la République et son équipe gouvernementale. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que la situation est déjà l'une des meilleures et qu'on ne peut plus travailler là-dessus. Bien sûr, je vais répondre très précisément à votre question. De quoi ont besoin les privés aujourd'hui en matière d'adoucissement davantage du climat des affaires? C'est l'accès au crédit. Essentiellement. Et que les entreprises elles-mêmes portent des projets d'envergure. Parce que beaucoup de structures se limitent à de petits services. Il faut aller vers les gros projets qui ont besoin de financement et remplir les conditions pour bénéficier de ces accompagnements et que l'État leur vienne en aide, surtout pour leur permettre d'avoir accès aux ressources. Je crois que fondamentalement, c'est de ça qu'il s'agit, en plus de la question de la formation. Parce qu'aujourd'hui, ce dont les entreprises ont aussi besoin, ce sont les ressources qualifiées. C'est très important. Et qu'aujourd'hui, qu'on délocalise certaines formations vers Lomé. C'est vrai qu'il y a déjà un travail qui est en train d'être fait dans ce sens, mais on peut approfondir ce travail. Oui, et je pense même que avec la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, la CEDEAO jouait déjà un peu ce rôle, mais je crois qu'avec la ZLECAf, ça devrait être plus fort. Il faut viser des marchés sur lesquels les entreprises pourront faire de gros profits. Le marché togolais, sans l'insulter, il est étroit. Mais si vous visez le Nigeria, vous visez la Côte d'Ivoire, le Sénégal, voire l'Afrique du Sud ou le Soudan, vous n'êtes pas à la même échelle qu'une entreprise qui dessert juste 2 ou 3 régions du Togo. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est que l'accompagnement, le meilleur accompagnement qui peut être accordé aux entreprises, c'est la possibilité de les lancer sur des marchés plus grands que celui du Togo et qui leur permettront d'avoir plus de recettes et donc de recruter davantage sur place ici. Il y a la zone franche, par exemple, qui peut servir à ça, mais il y a d'autres possibilités, des incitations qui peuvent mener les investisseurs à aller s'établir au Bénin, à aller s'établir au Nigeria, à aller au Rwanda, à aller en Afrique du Sud, pourquoi pas. Et dès lors que vous avez cette capacité de vous projeter au-delà du pays et de faire du chiffre d'affaires, vous devenez un vrai champion et vous pouvez porter avec vous toute la dynamique économique du pays. Voilà qui est dit. Louis Magloire Kemayou, merci d'être passé dans cette émission. Merci à vous de l'invitation. Nourdine Didialo, merci à vous également. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous tous d'avoir suivi Le Monde en 7 ce samedi. Je vous donne rendez-vous le samedi prochain.